Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette troisième édition des visioconférences de la communauté de communes Vienne-et-Gartempe dans le cadre de ces actions Pays d'art et d'histoire. Et ce soir, nous allons rentrer dans un sujet un petit peu plus particulier. Donc, cette fois-ci, nous allons découvrir l'histoire du chemin de fer sur le territoire de Vienne-et-Gartempe. Une histoire très riche, très dense, assez diversifiée, qui va nous permettre de découvrir un patrimoine qui est parfois méconnu, mais qui pourtant a laissé une empreinte assez forte sur le territoire, comme vous allez pouvoir le constater. Donc, je vous invite à monter en voiture pour découvrir l'histoire, la fabuleuse aventure du chemin de fer en Vienne-et-Gartempe. Donc, l'histoire du chemin de fer, on va faire très vite sur les informations, on va dire, qui concernent plutôt l'histoire du chemin de fer en France. Et un petit rappel déjà sur la création, en fait, l'invention un petit peu du rail, puisque bien pour créer ces lignes de chemin de fer, la première étape, c'était de créer effectivement, d'inventer ce système de rail. Et le système de rail a été inventé au XVIe siècle, donc il y a longtemps quand même. C'était d'abord des rails en bois, qui permettaient de transborder des petits wagons et qui étaient souvent utilisés notamment dans les mines. Et puis, progressivement, et notamment en Angleterre, il va y avoir un système de rails métalliques qui vont se mettre en place. Et à partir de ce moment-là, l'histoire du chemin de fer va vraiment débuter, avec une histoire qui est liée au développement industriel dans un premier temps, avant d'être une histoire aussi pour les vacances, les voyages, les circulations entre territoires. C'est d'abord un usage industriel qui va se développer d'abord en Angleterre de façon assez forte dès le XVIIIe siècle, et puis ensuite, bien sûr, au XIXe siècle de façon beaucoup plus ample, et qui va s'égrener aussi jusqu'en France, avec une mise en place de ces lignes de chemin de fer dans les années 1820, pour les premières, qui sont surtout sur des secteurs industriels, notamment Saint-Étienne, dans les années 1820. On va avoir une mise en place de ces petites lignes qui vont permettre de circuler avec les produits miniers, notamment, de ce secteur. Et puis, il va falloir attendre 1837 pour la première ligne voyageur, 19 km. C'était un grand voyage, Paris-Saint-Germain-en-Laye. Donc, une première étape vers un usage un petit peu différent, justement, de ces lignes de chemin de fer qui va donc s'imposer progressivement donc, au cours du 19e siècle. En 1838, la compagnie Paris-Orléans va être créée, donc avec d'autres compagnies qui vont arriver à peu près à la même époque. Je cite celle-ci parce que c'est celle qui va nous concerner pour la majorité des lignes présentes sur le territoire de Vienne-et-Gartempe. Et puis, dans les années 1840, on va avoir donc une mise en place d'une organisation bien plus forte, on va dire, avec notamment l'État qui va donc concéder à des compagnies un certain nombre de lignes d'intérêt général. Donc, l'État va construire les infrastructures et puis les compagnies, les équipes et exploitent les lignes aussi à leur profit. Donc, on va avoir la création de nombreuses compagnies à cette époque qui progressivement vont diminuer au fil du temps. Mais dans un premier temps, on a une multitude de compagnies, on va dire, qui vont gérer ces premières lignes de chemin de fer. Arrive la loi de 1842 qui va être un petit peu le début, on va dire le petit boom du chemin de fer en France, avec une coopération très forte justement entre l'État et les compagnies. Et puis, la mise en place de ce qu'on appelle l'étoile Legrand, alors qui porte le nom en fait de son fondateur. Donc, Monsieur Legrand était en fait le directeur général des ponts et chaussées et des mines, et il a créé donc un projet pour pouvoir développer un certain nombre de lignes de chemin de fer qui permettraient de relier Paris aux frontières, alors aux frontières terrestres, mais aussi après aux frontières maritimes. Donc, avec la composition de 7 lignes principales dans ce programme de l'étoile Legrand. Donc, une étape importante puisque ça va être vraiment le premier développement du chemin de fer sur notre territoire. Et puis ensuite, il va y avoir un certain nombre de lois et de plans qui vont se mettre en place, avec notamment en 1865 une loi qui va autoriser aussi les communes et les départements à mettre en place des lignes d'intérêt local.
Alors, parallèlement aux lignes d'intérêt général portées par l'État et les grandes compagnies, eh bien, on peut voir se mettre en place des lignes qui vont être jugées d'intérêt local, donc avec une implication beaucoup plus forte des collectivités de l'époque. Et puis arrive 1878-1879, le plan Freycinet, donc le ministre des Travaux publics de l'époque, qui souhaite relancer la construction des voies ferrées avec un objectif extrêmement important, puisqu'il souhaite doubler le réseau et passer de 20 000 kilomètres de réseau comptabilisés à cette époque-là à 40 000 kilomètres. Et ce travail, ce plan va se mettre en place de façon aussi étroite avec les collectivités locales. Donc ça va vraiment être le deuxième boom de l'histoire du chemin de fer en France, avec ce plan Freycinet qui va s'étaler sur la fin du 19e siècle et qui ira même jusqu'au début du 20e siècle. Et effectivement, si on regarde le petit tableau à côté, eh bien, on voit bien que on peut, en une quarantaine d'années, on va progressivement doubler les chiffres et les kilomètres réalisés pour ces lignes de chemin de fer. On atteint on va dire le chiffre le plus important autour de la Seconde Guerre mondiale, 42 000 kilomètres de lignes de chemin de fer sur le territoire français. Donc, c'est assez important. Et puis, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir une autre phase. Ça va être un petit peu le déclin qui progressivement va s'imposer. Donc, avec là une réduction des kilomètres de chemin de fer sur l'ensemble du territoire. Alors, c'était déjà un petit peu amorcé avec la Première Guerre mondiale, mais ça s'est accentué après la Seconde. Autre élément important, évidemment, en 1937, la création de la SNCF, donc les grandes compagnies disparaissent et sont réunies en fait en partie sur cette création de la Société nationale des chemins de fer français. Et en 1938, eh bien, l'ensemble du réseau ferré de France va être repris par la SNCF. Donc, une étape importante, évidemment, dans l'histoire aussi du chemin de fer. Alors, comment se décline cette histoire sur le territoire du département, déjà, avec l'arrivée du chemin de fer dans la Vienne, à Poitiers, évidemment, la capitale du département, et avec notamment la ligne Poitiers-Bordeaux, qui était déjà évoquée depuis 1838, mais qui ne sera ouverte que dans les années 1850, puisque la gare de Poitiers est donc inaugurée en 1851 par le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, là encore, un temps fort, puisque c'est vraiment l'arrivée du chemin de fer dans le département de la Vienne. Et autour de cette dorsale importante, que sera la ligne Poitiers-Bordeaux, on va voir se greffer toute une série de lignes d'intérêt général, puis d'intérêt local. Donc, si on regarde effectivement sur le département, on a d'abord l'arrivée d'une ligne qui va se greffer, évidemment, à l'axe principal. C'est la ligne Poitiers-Limoges qui va se mettre en place progressivement dans les années 1850 avec une ligne qui sera dévolue à la compagnie Paris-Orléans. Donc là, on est autour de 1857. En 1875, une loi va placer 3 lignes dans le réseau d'intérêt général, alors qu'auparavant, elles avaient été placées dans le réseau plutôt d'intérêt local. Donc, il y a un petit changement, on va dire, d'organisation. Et donc, ce sont les lignes de Poitiers-Saumur, Poitiers-Le-Blanc et Civray-Le-Blanc-Confolens. Alors, pour ce qui concerne notre territoire, ça va être effectivement la ligne Poitiers-Le-Blanc et Civray Saint-Saviol, Le Blanc, et aussi sa petite annexe, entre guillemets, qui part de Confolens. Dans la construction, on va dire, de ces lignes, l'État, certes, s'occupe des infrastructures, mais il demande aussi aux départements et aux communes de participer à l'établissement de ces lignes. Donc ça, c'est aussi un événement important. Et on va découvrir ensuite les grandes lignes. On va commencer par la plus importante. Donc la plus importante, la ligne Poitiers-Limoges, que j'ai évoquée à l'instant, qui est une ligne importante puisqu'elle va être la première véritablement sur notre territoire.
Une ligne qui est déjà le fruit de discussions dans les années 1850, mais il va y avoir, on va dire, un certain laps de temps avant que les choses se mettent en place. Donc en 1857, on va déjà avoir une convention qui va être signée avec la Compagnie des chemins de fer de Paris-Orléans. Donc ça, c'est le point important. Et puis ensuite, il va y avoir une enquête d'utilité publique. Et alors là, évidemment, on précise que ces lignes de chemin de fer va permettre notamment de moderniser ce territoire, cette région autour de Montmorillon, de le désenclaver un petit peu ce secteur et puis de permettre un développement notamment agricole et puis des ressources locales. Et notamment, on a une série de délibérations des communes qui souhaitent évidemment qu'il y ait une gare dans leur commune. Donc forcément, on va préciser dans les délibérations qu'on a sur place tout ce qu'il faut pour pouvoir donc bénéficier de ces gares et de cette ligne de chemin de fer. Donc à l'exemple de la commune de Lussac, qui va souligner l'importance pour elle d'avoir une gare, évidemment, chez elle, puisqu'il y a un commerce de bétail important, de céréales, des matériaux de construction. On va évoquer notamment les fours à chaud, mais aussi les tanneries. Donc, il y a forcément tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir choisir l'emplacement d'une gare importante donc, sur Lussac. Mais Lussac n'est pas la seule commune à faire de la sorte. Et évidemment, eh bien, on va avoir de nombreuses communes qui vont soutenir leur candidature, entre guillemets, pour avoir une gare et être desservies. En 1866, le tracé définitif est approuvé donc, par le ministre. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir donc, travailler sur les destinations, donc avec les implantations des gares et des haltes. Et cette ligne Poitiers-Limoges a une petite particularité parce que sur cette carte, vous voyez, donc Poitiers est ici, on fait passer effectivement par le Dorat, mais après, on ne prend pas le chemin le plus court puisqu'on passe par Bersac, qui va permettre de rattraper en fait une autre ligne, celle qui fait Châteauroux-Limoges, et réutiliser en fait en partie cette ligne. Donc ça, c'est la première version, on va dire, de la ligne Poitiers-Limoges, avec, on va dire, une petite bifurcation quand même qui rallonge un petit peu, aussi bien en kilomètres qu'en temps, évidemment, les parcours. Donc ça, c'est l'ouverture de cette première ligne en 1867, donc, qui va être inaugurée avec une mise en place d'une ligne importante. Un petit peu plus tard, en 1875, il va y avoir une réorganisation de la ligne avec donc une loi qui va déclarer d'utilité publique la ligne qui va passer cette fois-ci donc depuis le Dorat, en allant directement à Limoges, en passant par Bellac notamment, et en évitant ce détour un peu plus important. Donc, l'ouverture de la section qui va concerner, on va dire, ce raccourci se fera en 1880, donc qui va permettre d'avoir une ligne un peu plus directe, en quelque sorte, donc forcément plus rapide, entre Poitiers et Limoges. Et un petit peu plus tard, en 1888-1890, les gares de Lussac notamment et de Montmorillon, qui sont ici, vont être agrandies parce qu'elles vont recevoir une autre ligne qu'on va évoquer tout à l'heure, la ligne Saint-Saviol-Leblanc. Et puis, des petites modifications. Une halte est demandée aussi à Civaux, alors qu'elle n'existait pas au départ. Donc, elle intervient et est installée en 1897. Cette ligne Poitiers-Limoges va traverser une grande partie de notre territoire de Vianney-Gartempe aujourd'hui, avec un certain nombre de gares ou de haltes qui sont ici listées. Donc, la première sur notre territoire, ça va être Lomézé. Ensuite, on aura une halte, comme je vous le disais, dans les années 1890 à Civaux, puis Lussac-les-Châteaux, Sillars, Montmorillon et Lathu, avec des gares qui sont de classes différentes, puisqu'il faut avoir à l'esprit bien que les grandes compagnies, que ce soit Paris-Orléans, mais les autres aussi, classifient leurs gares en fonction de leur taille, notamment, et on va avoir des gares sur notre secteur qui vont être des gares de 2e classe ou de 4e classe pour cette ligne Poitiers-Limoges. Alors, ce calcul un petit peu particulier se fait notamment
avec le nombre d'habitants dans les 5 km donc autour de la gare, auquel on additionne aussi la moitié des habitants dans un rayon un peu plus large de 10 km. Donc, il y a toute une série de calculs qui est réalisée pour voir un petit peu la fréquentation aussi de la gare et construire des bâtiments en conséquence. Donc, chez nous, évidemment, la gare la plus importante, celle de deuxième classe, ce sera effectivement Montmorillon, qui est la gare, on va dire, principale, la plus dense, la plus fréquentée sur cette ligne. Et je vais commencer notre petit parcours sur cette ligne Poitiers-Limoges qui traverse ce territoire de Vienne-et-Gartempe avec quelques haltes. Donc, ici à Lomézé, donc première halte, avec des cartes postales qui vont nous permettre d'avoir une idée assez facile, hein, assez évidente de la construction des stations. Donc, les stations, en fait, comprennent plusieurs bâtiments. Les stations, c'est vraiment l'ensemble du concept avec le bâtiment voyageur que l'on voit ici sur les deux cartes postales, donc qui va permettre d'accueillir, bien sûr, les voyageurs, de vendre les tickets, les billets de train, qui va permettre d'enregistrer les bagages aussi. Et puis, au-dessus, souvent, au premier étage, dans ces gares, on va dire, assez modestes, on va avoir le logement du chef de station. Et puis, au-delà de ce bâtiment voyageur, on va avoir des petites annexes, comme ici les toilettes, les lieux d'aisance, hein, qui sont donc toujours construits à proximité du bâtiment voyageur. On va aussi avoir, ce qu'on ne voit pas forcément ici, la lampisterie, qui est souvent un petit bâtiment à l'écart aussi, qui permet d'entreposer eh bien, toutes les lanternes, hein, tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement aussi de la gare. Et puis, on va avoir donc souvent, alors soit de l'autre côté de la voie, soit sur le même côté, ça dépend des stations, le bâtiment, donc marchandises, que l'on voit bien ici sur la carte postale, qui va permettre eh bien, de charger les wagons et de décharger les wagons, donc avec les différentes marchandises qui sont transportées. Donc là, on a vraiment, je dirais, la station type, bâtiment voyageur avec les petites annexes, et puis le bâtiment marchandises, hein, qui est aussi un élément important, puisque, évidemment, dans l'histoire du chemin de fer, certes, on transporte les marchandises donc d'un point à un autre, et on transporte aussi, bien sûr, les voyageurs d'un point à un autre. On continue notre parcours et nous arrivons à Lussac. Lussac-les-Châteaux, 2 minutes d'arrêt. Le cas est un petit peu particulier ici puisque eh bien, on trace les lignes de chemin de fer de façon assez rectiligne. Vous le savez, on taille un petit peu dans le dur. Et ici, la particularité, on le voit bien avec cette vue aérienne, eh bien, nous montre qu'on a coupé un espace, vous voyez, légèrement arrondi, hein, de forme un peu ovoïde, qui correspondait à l'ancien château de Lussac. Donc, le château médiéval, avec une partie de la ville fortifiée, la rue Saint-Michel, pour ceux qui connaissent, hein, qui est ici, et puis cet espace hein, qui conservait encore quelques éléments du château médiéval. Et là, eh bien, on ne fait pas je dirais, de cadeau à ce pauvre site médiéval. On va le couper en deux donc, pour faire passer la fameuse ligne de chemin de fer. Donc, on le voit bien ici. Et on voit ici le plan, donc le tracé de l'ingénieur qui coupe en deux cet espace du château avec l'espace de la voie qui est bien matérialisé ici en rose hein, sur ce plan. Donc, une petite particularité à Lussac, qui va, on va dire, couper une partie de l'histoire du château. Alors, à Lussac, on va avoir, comme sur les autres lieux, hein, le bâtiment voyageur, donc, qui est présent ici sur la carte postale. Vous le voyez côté voie ici et puis côté cours des voyageurs de l'autre côté. Et puis, le bâtiment marchandises, hein, sur le même côté, on le voit bien ici, il n'est pas de l'autre côté de la voie, donc dans le prolongement. Donc, un grand bâtiment marchandises qui est conçu aussi, donc, comme la commune l'avait bien précisé au préalable, eh bien, pour embarquer toutes les marchandises qui sont produites en quantité sur le secteur, que ce soit la chaux, la pierre, on parle des pierres meulières aussi, hein, qui sont tirées notamment dans le secteur des Grandes Brandes de Lussac. On parle des tanneries également, hein, donc de différents matériaux donc, qui sont produits sur place et qui sont ensuite exportés par voie ferrée.
La gare de Lussac sera aussi agrandie, hein, comme je vous l'ai dit, avec l'arrivée de l'autre voie Saint-Saviol-le-Blanc. Nous arrivons à Montmorillon, la gare un peu plus importante en taille. On voit notamment des aménagements un petit peu différents. En gare de Montmorillon, nous sommes dans une ville un peu plus importante. On va avoir ici un système de marquise qui va permettre de protéger les voyageurs qui attendent le train sur le quai. Et puis, vous voyez que de l'autre côté, on a aussi un abri voyageur, hein, qui va être installé pour que, là encore, les voyageurs puissent être à l'abri, là aussi, lors des attentes un petit peu entre les correspondances éventuellement et puis les trains donc à l'arrivée ou au départ. Donc la gare de Montmorillon, donc la station de Montmorillon, qui va s'implanter dans un quartier qui était peu construit avant l'arrivée du train, et ça va être à l'origine d'un développement justement d'un quartier de la ville, le quartier de la gare. Nous y reviendrons. Et puis nous sortons de notre territoire à Lathu avec une petite gare, donc 4e classe, qui pour autant présente les mêmes caractéristiques. Donc vous reconnaissez, hein, l'architecture. En fait, nous sommes sur des modèles assez stéréotypés, des modèles qui sont reproduits à l'envi et qui vont avoir des tailles plus ou moins importantes en fonction effectivement de l'importance de la ville qui accueille la gare. Mais sur le principe, on est sur le même style architectural. Si vous regardez la gare de Lomézé, par exemple, et puis la gare de Lathu, eh bien, c'est vraiment une copie conforme avec le même style, même construction. La particularité souvent des constructions des bâtiments voyageurs, notamment pour la compagnie Paris-Orléans, c'est d'avoir aussi une charpente métallique. Donc, souvent, au 19e siècle, on voit apparaître effectivement le métal dans les constructions, et ça va être le cas notamment pour les bâtiments voyageurs. Alors, on voit aussi le bâtiment marchandise, hein, donc, qui est sur le même côté que le bâtiment voyageur. Et puis, on aperçoit aussi, hein, le petit abri de l'autre côté de la voie pour permettre aux voyageurs de s'abriter, donc avec les lieux d'aisance aussi, hein, bien sûr, qui sont présents à côté du bâtiment voyageur. Donc, on est toujours un petit peu sur le même schéma, en fait, sur le même principe. Alors, quelques chiffres maintenant sur l'exemple de la gare de Lussac-les-Châteaux en 1926. Si vous vous souvenez, la commune de Lussac évoquait dans ses délibérations l'importance notamment de ces foires, du trafic des animaux notamment et des matériaux importants sur le secteur. Et on voit ici quelques exemples de tonnage, hein, de marchandises qui sont expédiées depuis la gare de Lussac-les-Châteaux. Donc, on voit notamment les marchandises dites grande vitesse, à peu près 7500 tonnes, donc traitées sur l'année 1926. Alors, tout ce qui est marchandises grande vitesse, ça va être les marchandises qui vont être expédiées avec un prix un peu plus coûteux, d'une part, et d'autre part, il s'agit essentiellement des matériaux un peu plus fragiles, tels que les fruits, les légumes, qui ne peuvent pas traîner, entre guillemets, très longtemps dans les halles marchandises, et également les animaux vivants, puisque, et bien sûr, ils doivent arriver à bon port le plus rapidement possible. La marchandise petite vitesse, ça va être une marchandise qui ne craint pas, effectivement, qui va être convoyée avec des tarifs plus intéressants. Et dans ces tonnages, on va avoir notamment des chiffres un peu plus importants puisque il va s'agir aussi des matériaux comme la chaux, la pierre, des matériaux lourds importants qui vont voyager de façon un peu plus douce, on va dire, et un peu moins rapide aussi. Donc là, on est sur des chiffres un peu plus importants, de l'ordre de 28 000 tonnes sur l'année 1926. Et on voit aussi le détail des animaux avec notamment les gros animaux, donc on va parler essentiellement des bovins, hein, chez nous, dans notre secteur, mais aussi éventuellement des chevaux. Et puis les petits animaux, donc que l'on voit d'ailleurs sur cette carte postale, avec notamment les moutons, les chèvres, mais aussi toutes sortes de volailles. Donc avec 7000 petits animaux et à peu près 2000 gros animaux pour l'année 1926. Donc un trafic relativement important pour la gare de Lussac en 1926. Et puis, une petite comparaison. Sur Montmorillon, Lussac et Lathu, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes années, hein, 1922, 1926 et 1927, mais ça vous permet de comparer un petit peu les chiffres avec notamment les billets qui sont vendus. Alors, les billets simples,
On a des chiffres assez importants, 17 240 pour Montmorillon, 9 212 pour Lussac et 3 387 pour Lathu. Les billets aller-retour, un peu moins nombreux, hein, donc parfois on s'en va, mais on ne sait pas si on revient en fait, hein, donc il y a moins de billets aller-retour de vendus, donc avec des chiffres quand même assez importants. Et puis, les billets d'enregistrement de bagages, puisqu'il faut avoir à l'esprit que, comme pour l'avion aujourd'hui, eh bien, auparavant, on enregistrait aussi les bagages. Donc, vous avez ici les chiffres, hein, pour cette ligne-là. Et puis, une petite particularité aussi, c'est le billet pour les chiens. Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'y pense pas forcément, mais effectivement, bien, il fallait aussi prendre un billet pour le compagnon, donc pour les chiens. Et on voit qu'il y a eu donc 170 billets de chiens en 1922 à Montmorillon et 92 pour Lussac-les-Châteaux. Alors, on n'a pas forcément les chiffres pour là-dessus. Autre ligne qui va se mettre en place, hein, toujours dans cette grande période après le plan Fraissinet, la ligne Poitiers-le-Blanc. Alors, qui va en fait jusqu'à Châteauroux et qui va se mettre en place, donc là aussi, dans les années 1880. Donc, la loi de 1875 prévoit une ligne qui fait donc Poitiers-le-Blanc, puis Châteauroux, donc qui part de Mignaloux-Noyer, donc à côté de Poitiers, et des travaux qui vont être donc entrepris par l'État avec une concession, donc toujours à la même compagnie, donc Paris-Orléans, en 1883. Et la voie, donc c'est cette voie qui est ici en vert, donc qui part de Poitiers et qui va ensuite direction l'Indre, donc avec le passage par notre territoire ici, eh bien, va être ouverte en différents tronçons. C'est souvent le cas. Donc, on a un premier tronçon en 1883 entre Poitiers et Chauvigny, à peu près ici. Ensuite, en 1885, Chauvigny-Sassavin et en 87, Sassavin-Leblanc. Donc, une ouverture qui va se faire progressivement donc, sur cette nouvelle ligne. Alors, sur cette ligne, on va avoir un usage donc, qui va être fréquenté par les voyageurs jusqu'en 1940 à peu près. On est toujours autour de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui va souvent mettre un petit peu de terme aux circulations voyageurs sur certaines de nos lignes. Et puis, tout ce qui est marchandises va continuer un petit peu plus tard, voire même jusqu'aux années 90, sur certaines portions. Donc, on est vraiment là uniquement sur la partie marchandises, et notamment pour les céréales, puisqu'il y a aussi des coopératives agricoles qui sont importantes, donc du côté de Jardres notamment, mais aussi Sassavin. Et puis, progressivement, la ligne sera déclassée, hein, donc là aussi par partie, par morceau. Et sur cette ligne, il y a aussi du côté de Chauvigny, vous connaissez évidemment le vélo-rail, une partie qui a été utilisée et donc mise en tourisme, là du coup, de ce parcours, hein, donc sur une huitaine de kilomètres, donc sur ce secteur-là. Et puis, sur d'autres secteurs comme Sassavin, Saint-Germain, on va aussi l'utiliser donc pour les chemins de randonnée. Alors, notre petite halte sur cette voie va concerner chez nous les communes de Pézet-le-Sec et de Sassavin. Donc, il y a bien sûr d'autres gares et haltes, hein, le long du parcours, mais pour ce qui nous concerne, eh bien, nous avons ces deux gares, ces deux stations. Donc, avec celle de Pézet-le-Sec, donc toujours, nous sommes ici sur des gares donc 4e classe, avec toujours le même principe, hein, on est toujours sur les modèles de la compagnie donc Paris-Orléans, donc avec le bâtiment voyageur, le bâtiment marchandises, les petites toilettes, donc sur le même côté ici pour Pézet-le-Sec. Et puis ici, la gare de Sassavin. Donc, gare de Sassavin, qui donc, est un peu plus importante. C'est une gare donc, plutôt 3e classe. Donc, elle est un peu plus importante en taille. On va avoir ici notamment aussi un réservoir d'eau, puisque bien sûr, nous sommes sur des trains à vapeur, évidemment. Donc, il faut aussi pouvoir alimenter en eau ces locomotives, ce cheval à vapeur, hein, comme on l'appelle. Et ces réservoirs, on n'en a pas à toutes les stations, hein. Donc, ici, Sassavin bénéficie de ce réservoir, hein, de cet approvisionnement en eau que l'on repère bien ici sur la carte postale.
Et puis, les cartes postales aussi nous permettent d'évoquer des événements marquants, forts de l'histoire d'un territoire. Comme ici à Sassavin, vous voyez qu'on a pavoisé, hein, les drapeaux sont installés au-dessus des ouvertures de la gare. Et il y a une foule considérable qui est ici installée devant la gare de Sassavin. Et en fait, c'est à l'occasion d'un événement important puisqu'on va inaugurer le monument de 1870. Et on attend ici les autorités qui vont arriver par évidemment le chemin de fer et notamment un ministre qui va arriver. Donc forcément, c'est un événement assez exceptionnel qui mérite, là encore, vous voyez une photo et une carte postale. Je vais évoquer maintenant la ligne Saint-Saviol-le-Blanc, donc une autre ligne importante du territoire qui va permettre de faire une petite transversale et puis de faire aussi des jonctions avec la ligne Poitiers-Limoges existante. Donc, la ligne Saint-Saviol, alors pour ceux qui connaissent un peu moins la région, vous connaissez peut-être mieux Civray, hein, Saint-Saviol, Civray, ce sont deux communes qui sont situées à côté. Donc, la ligne Saint-Saviol est située sur la ligne qui relie Paris-Bordeaux via Poitiers-Angoulême. Et donc, il y a une correspondance avec cette ligne Poitiers-Bordeaux, donc sur les gares de Saint-Saviol. Et à partir de Saint-Saviol, on va emprunter donc cette nouvelle ligne qui va arriver jusqu'à Lussac-les-Châteaux, emprunter une voie commune avec la ligne Poitiers-Limoges, entre Lussac et Montmorillon, et repartir après Montmorillon, direction l'Indre, donc avec là encore un passage sur notre territoire. Donc, au départ, en 1872, le département de la Vienne, donc le Conseil général, vote le classement de cette ligne, Civray, donc le Blanc, d'intérêt local, avec un petit détachement d'une autre ligne qui vient de la Charente, donc du côté de Confolens, qui doit donc avoir une jonction au niveau du Vigan, l'île Jourdain. En 1875, la loi va placer cette ligne, en fait, et la petite antenne dont je viens de parler, qui vient de Charente, en ligne d'intérêt général, donc, qui va être gérée par l'État. Donc, en 1880, le tracé définitif est adopté. On va fixer donc les différentes localités qui vont être concernées. Il y a eu de grosses discussions pour savoir de quel côté de la Vienne on passait, rive gauche ou rive droite. Je vous passe les détails parce que ça nous emmènerait un peu trop loin, mais finalement, c'est donc l'île Jourdain qui va emporter le morceau en quelque sorte, puisqu'on va traverser la Vienne donc entre le Vigan et l'île Jourdain, donc à ce niveau-là, pour pouvoir donc aussi être fixé, on va dire, un peu plus sur l'île Jourdain, qui avait la particularité d'avoir des foires très importantes, j'y reviendrai tout à l'heure, et donc permettait là aussi d'avoir un trafic marchandises notamment assez important. Donc, même s'il va falloir construire un ouvrage d'art très conséquent, on va faire ce choix de l'île Jourdain plutôt que de passer rive gauche où il y aurait eu un peu moins d'ouvrages d'art. Donc, en 1883, cette ligne est concédée encore une fois à la compagnie Paris-Orléans. Et là encore, comme pour la ligne Poitiers-Châteauroux, cette ligne va ouvrir par tronçon, donc avec un premier tronçon en 1886 entre Saint-Saviol, donc le début de ligne, jusqu'à Charroux. Et puis ensuite, on va avoir en 1885 une mise en service de Montmorillon donc jusqu'à La Trimouille, toujours sur notre secteur, puis de La Trimouille vers Le Blanc en 1888, et en 1891, l'ouverture officielle de Charroux, donc jusqu'à Lussac-les-Châteaux. Donc là, en 1891, on peut dire que la ligne est utilisable sur l'ensemble du parcours, donc sur cette transversale. À l'époque, 3 allers-retours sont assurés dans chaque sens sur cette ligne, avec à chaque fois des correspondances donc en gare de Saint-Saviol sur la grande ligne Paris-Bordeaux, et puis une autre correspondance donc sur les gares de Lussac et de Montmorillon sur la ligne Poitiers-Limoges. Donc on voit qu'il y a ici une densification du réseau qui s'impose au fur et à mesure.
Et puis, au-delà de ces trois allers-retours, on va dire dans les deux sens, il y a aussi des trains marchandises qui vont être assez importants à certains moments de l'année ou à certains moments du mois, puisque notamment de l'île Jourdain partiront eh bien, les jours de foire des trains un peu plus nombreux pour donc exporter notamment les animaux. Et puis, toujours sur l'île Jourdain, il y aura aussi un lien avec les barrages hydroélectriques, notamment celui de Chardes, on le verra tout à l'heure. Côté donc usage de cette ligne, un petit peu comme la ligne Poitiers-Châteauroux, eh bien, on va avoir une ligne voyageurs qui va s'arrêter de fonctionner donc, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, une fermeture donc, du service marchandises autour des années 60, en fin des années 60-69, pour le service marchandises. Puis un déclassement de ligne, et puis progressivement, mais là encore, hein, les rails seront démontés donc, sur cette ligne qui n'est plus utilisée. On rentre sur la ligne Saint-Saviol-le-Blanc, donc sur notre territoire à Mauprévoire. Alors, à Mauprévoire, la gare est un petit peu différente. Vous voyez qu'il y a d'un côté le bâtiment voyageurs et puis à coller le bâtiment marchandises. Donc là, on a vraiment une jonction des deux bâtiments sur cette petite gare. Donc, un autre, on va dire, un autre schéma, on va dire, moins habituel, mais qui existe aussi dans les petites stations. Et puis, l'intérêt aussi de passer par Mauprévoire, c'est qu'il y avait, donc, notamment à proximité eh bien, de ce viaduc donc, métallique, eh bien, des fours à chaud sur le site de l'Âche-Pariole notamment. Et ça permettait, eh bien, là encore, avec des petits raccordements assez faciles sur le site industriel, eh bien, de faire partir la chaux assez facilement par les convois donc, de la ligne de chemin de fer. Nous arrivons à Saint-Martin-l'Arc, qui est un petit peu notre nœud ferroviaire, avec ici en fait deux lignes qui vont être côte à côte. La ligne Saint-Saviol-le-Blanc, donc que l'on voit ici avec donc la station principale. Et puis, j'en parlerai tout à l'heure, on le voit sur cette carte postale. Donc ici, la ligne Paris-Orléans, hein, donc de la compagnie Paris-Orléans, bâtiment voyageurs, bâtiment marchandises. Et puis de l'autre côté, ici, une autre gare avec un autre bâtiment voyageurs, un autre bâtiment marchandises. Et nous sommes ici sur la ligne de tramway que j'évoquerai tout à l'heure. Donc, deux gares à Saint-Martin-l'Arc, donc une petite particularité donc, du territoire, avec ici eh bien, la gare vraiment de la compagnie Paris-Orléans, donc sur le même principe, le même schéma, on va dire, que les autres. Nous arrivons au Vigan, donc avec la gare du Vigan, donc là encore sur un petit peu le même schéma, toujours le bâtiment voyageurs, le bâtiment marchandises avec les quais, ici qui sont de l'autre côté de la voie, donc avec ici une petite carte postale assez mignonne avec les petites filles qui posent pour la photo. C'est vrai que les gares ont été beaucoup prises en photo pour les cartes postales. Et c'est l'occasion, en général, soit pour le personnel de la station ou les habitants, de venir, on va dire, poser pour la postérité. On verra de nombreux exemples autour de ce voyage. Gare de l'île Jourdain. On voit même ici le photographe avec le pied, d'ailleurs, ici. Et côté voie et côté cours des voyageurs, hein, donc la gare de l'île Jourdain, gare importante, avec sa petite marquise hein, qui permet d'abriter les voyageurs. Et puis, côté cours des voyageurs, on voit ici les voitures à cheval hein, qui sont là pour attendre les voyageurs qui arrivent par le train pour les emmener eh bien peut-être dans un hôtel ou dans le centre-ville de l'île Jourdain. Donc, on voit aussi on va dire l'usage et le fonctionnement, on va dire, autour de la gare. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, la gare de l'île Jourdain, c'est un site assez important puisque on va avoir des foires qui sont très importantes, notamment donc, sur une période de l'année, les foires aux bœufs gras, qui permettent de vendre les bœufs qui partaient notamment pour la boucherie, hein, qui partaient vers la Villette. Et donc, c'est jusqu'à 80 wagons qui peuvent partir les jours de foire. On voit ici, justement, sur cette carte postale, eh bien, le bâtiment marchandises et puis les animaux qui sont là, parqués et qui attendent hein, le départ pour monter dans ces wagons qui sont représentés ici hein, sur le fond de Seine.
En 1885, pour vous donner une idée, c'est 8400 bœufs qui vont partir de l'île Jourdain, 20 000 moutons, 5 000 porcs. Donc, vous voyez que le trafic est important. Et les jours de foire, évidemment, le nombre de trains est multiplié, notamment trains marchandises. Et on va desservir Paris, la Villette, mais aussi d'autres villes comme Lyon ou Bordeaux, donc à travers les différents parcours ferroviaires. Donc, un point important à l'île Jourdain. Et autre élément important dans l'histoire de l'île Jourdain, c'est la présence aussi des barrages hydroélectriques sur les communes de Millac et de l'île Jourdain. Et c'est aussi par le train qu'arriveront tous les matériaux nécessaires, enfin une partie des matériaux nécessaires à la construction de ces barrages. Et c'est aussi à Chardes, donc le barrage de Chardes, qui a la particularité d'être un barrage hydroélectrique, mais qui est aussi donc une usine thermique donc qui fonctionne avec du charbon. Et donc, le charbon arrive par le train. Donc, il va y avoir une desserte spécifique qui va arriver de la gare, depuis la gare, jusqu'au site de Chardes pour pouvoir alimenter cette usine thermique donc, qui vient suppléer la partie hydraulique. Nous arrivons à la petite gare de Moussac. Moussac-sur-Vienne, avec là aussi le bâtiment voyageur qui est présent ici, toujours dans le même modèle, l'arrivée du train. Et puis, la gare aujourd'hui, et puis une photo qui est assez intéressante. Je remercie notamment Moussac toujours là, de m'avoir transmis cette photo qui correspond à une période difficile de la Deuxième Guerre et notamment des évacués de l'Est de la France qui sont arrivés chez nous et qui posent ici devant le bâtiment voyageur. Mais cette photo nous permet d'évoquer des classiques, on va dire, de ces bâtiments voyageurs. On va voir ici l'entrée avec le titre donc qui est bien noté au-dessus, chef de station. Donc ici, on va rentrer dans le bâtiment et arriver jusqu'au chef de station. On voit aussi le cartouche ici avec le nom de la localité qui est traversée. Et donc pour laquelle il y a aussi ce bâtiment voyageur, donc Moussac-sur-Vienne. La pendule, évidemment, élément nécessaire et important dans une gare. Et puis, on voit aussi la fameuse cloche qui permettait d'avertir et de signaler les trains qui arrivent, les trains qui partent, les problèmes sur la voie. Et il y avait un code spécifique qui, au départ, n'est pas unifié et qui sera unifié simplement au cours du 19e siècle, en 1885, pour les différentes compagnies. Et donc, il y a des codes qui sont différents selon le sens de circulation, sens impair ou sens pair. Donc, ce qui permet au chef de station de savoir s'il y a un problème, un animal qui divague éventuellement sur la voie, un problème avec le train, un wagon, etc. Donc, il y a tout un code qui permet de comprendre ce qui se passe sur la voie. Et c'est d'autant plus important quand on est sur une voie unique et donc qu'il n'y a pas moyen de se croiser, forcément. Ce qui est le cas pour toutes les voies ferrées dont je vous ai parlé pour l'instant sur le territoire. Toujours, j'ai dû faire une mauvaise manœuvre. Voilà, donc nous arrivons à Persac, donc avec une gare un petit peu plus importante, 3 travées, mais sur le même modèle. Le bâtiment marchandises sur le même côté, donc on est toujours sur le même principe. Et nous arrivons à Lussac, donc une gare, comme je vous le disais, qui va être agrandie avec l'arrivée de cette nouvelle voie Saint-Saviolle-le-Blanc qui rejoint la ligne Poitiers-Limoges. Donc avec un bâtiment qui sera agrandi sur le côté, de l'autre côté du bâtiment central. Alors bien sûr, dans une station, on a la voie qui permet la circulation du train, mais il y a aussi des voies de détournement, de contournement, qui permet de changer éventuellement de locomotive, de remettre des wagons, etc. Donc on a aussi ces voies de part et d'autre. Mais au final, on n'a bien qu'une seule voie de circulation pour la ligne.
Et nous arrivons à Montmorillon, qui, là, sous un autre angle, hein, on est de l'autre côté, avec toujours la marquise, le petit abri pour les voyageurs sur le côté. Et puis, on voit aussi là les ouvriers au travail, puisque, évidemment, une ligne, c'est aussi toute une équipe hein, qui travaille aussi bien donc, sur la partie du bâtiment d'accueil, la gare, bâtiment voyageur, mais il faut aussi entretenir les voies, bien évidemment. Et donc, c'est le service des bâtiments et voies hein, qui gère tous ces travaux-là. Le service de la traction, c'est le service qui gère bien sûr les trajets avec le train, les chauffeurs, etc. Et puis les mécaniciens. Et puis on a le service exploitation qui lui gère plutôt les arrivées, les départs, les tarifs, etc. Nous avançons sur notre parcours et nous arrivons donc à Journée, où là, nous avons encore une gare sur cette ligne Saint-Saviol-le-Blanc. Nous allons bientôt quitter à la fois notre territoire de Vienne-et-Gartempe, mais aussi le département de la Vienne. Donc, la gare de Journée, avec toujours son bâtiment voyageur assez important. Et puis, on le verra tout à l'heure, des éléments aussi pour le bâtiment marchandises. Et puis, on va quitter progressivement le territoire avec la gare de La Trimouille, donc une gare assez importante. Là, vous avez 5 travées, hein, donc c'est un bâtiment voyageur un peu plus important. La Trimouille, c'est le chef-lieu de canton aussi, donc forcément une importance aussi plus forte, avec là aussi pas mal d'échanges de marchandises. Il y avait un haras aussi sur La Trimouille, donc avec des transports aussi liés donc, au commerce de chevaux, donc important aussi sur ce secteur. Et puis, on va sortir de notre territoire avec la gare de Liglé. Donc, dernière commune de Vienne-et-Gartempe, on va dire, à accueillir une station sur cette voie. Et ensuite, on partira donc sur le secteur de l'Indre. Alors là aussi, à Liglé, il y a des exploitations notamment de minerais de fer qui sont largement ont largement contribué aussi à l'installation de cette station donc sur la petite commune de Liglé. Juste la petite annexe, entre guillemets, sur cette ligne Saint-Saviol, le blanc, donc c'est la petite partie, on va dire, qui vient de Charente, donc de Confolens, avec une première ouverture en 1887 de Roumazières-Confolens, donc sur la partie charentaise, la Compagnie des Charentes, cette fois-ci, on n'est pas sur la Compagnie Paris-Orléans. Et puis ensuite, il y aura donc le petit bout qui va aller jusqu'au Vigan, pour rejoindre la ligne Saint-Saviol-le-Blanc avec une ouverture plus tardive, donc 1901, sur cette partie-là. Et là, on va donc passer dans 2 gares, 2 stations sur notre secteur. C'est donc les gares d'Availle-Limousine, donc ici, et puis du Vigan, donc on a déjà vu puisqu'elle fait partie aussi de la ligne Saint-Saviol-le-Blanc. Donc voilà la gare d'Availle-Limousine, toujours construite sur le même principe. Bâtiment voyageur, bâtiment marchandises, petit abri pour les voyageurs de l'autre côté de la voie et petit lieu d'aisance sur le côté. J'arrive maintenant à l'histoire des petits trains, donc les lignes de tramway. Donc une particularité un petit peu aussi de notre territoire, puisqu'il n'y en a pas eu partout. Donc nous sommes ici plutôt dans un réseau secondaire qui va se mettre en place au cours du 19e siècle, avec notamment donc, le premier réseau des petits trains, c'est la ligne Poitiers-Saint-Martin-Lard. Donc, la ligne Poitiers-Saint-Martin-Lard, donc vous avez ici le parcours sur le petit schéma, donc qui va permettre de relier 2 points et à Saint-Martin de rejoindre la ligne Saint-Saviol, le Blanc, donc la ligne de la compagnie Paris-Orléans. Donc là, on est sur un autre type de construction puisqu'on est sur des voies métriques, donc des voies plus étroites que les lignes d'intérêt général qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. Donc, un autre système qui va se mettre en place. Et là, c'est plutôt des lignes qui sont mises en place directement par les départements, en l'occurrence ici le département de la Vienne, qui va faire appel à des entrepreneurs pour la réalisation évidemment et la gestion de la ligne en question. Et donc ici, pour cette ligne, on va avoir les entrepreneurs qui viennent du Mans, Joly, Belledent et Barillet, qui vont être dans un premier temps les concessionnaires de cette ligne,
puis Baert, donc, qui sera donc, un petit peu plus tard, dans les années 1890. Cette construction va débuter dans les années 1890. Il va y avoir deux tronçons bien distincts, ce qu'on appelle la ligne des boulevards autour de Poitiers, et puis la section qui va de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Martin-l'Art, donc avec une concession donc, à la Compagnie des tramways de la Vienne, dont les statuts vont être approuvés en 1899. Et cette concession donc, va permettre bien la gestion de cette ligne pendant plusieurs décennies. Alors, la petite particularité, c'est que le financement est pris en charge par le département au 5/6e et la compagnie doit payer le reste. Mais il y a aussi des souscriptions de particuliers. Et on sait que notamment sur la commune d'Usson du Poitou, qui est traversée par cette ligne, eh bien, on a 41 familles qui vont participer aussi à hauteur de 3 382 francs. Donc, ce n'est pas anodin non plus. Et donc, d'autres exemples, bien sûr, dans d'autres communes pour participer à la construction et au fonctionnement de cette ligne de tramway. Alors, comme je vous le disais, c'est une voie un peu particulière, donc un peu plus étroite que les autres. La voie va être inaugurée en 1895, mais simplement depuis Saint-Benoît. Le viaduc de Saint-Benoît va poser quelques soucis au niveau de sa construction. Et donc, la voie vraiment Poitiers-Saint-Martin-l'Art ne pourra être opérationnelle qu'en 1896. Et c'est en 1934 bien, que la ligne va être fermée, donc, après une trentaine d'années d'exploitation. Alors, les lignes de tramway fonctionnent un peu sur le même principe que les grandes lignes, mais avec un matériel un petit peu différent. Les locomotives sont un peu plus petites. Celles-ci ont été réalisées par les ateliers du Mans, donc d'Amédée Bollé, qui fabrique aussi des cloches au passage. Les voies sont plus étroites, 1 mètre donc, de largeur, donc c'est beaucoup plus. Les voies classiques des lignes traditionnelles sont à 1,435 m. Donc, c'est quand même plus étroit. Et puis, alors, effectivement, la vitesse n'excédera pas beaucoup les 20 km/h. Donc, il faut prendre son temps avec le tramway. Ici, sur notre territoire, donc, la ligne de tramway va arriver notamment sur la commune d'Usson du Poitou, que l'on voit ici sur la carte postale. Pour faire Poitiers-Saint-Martin-l'Art, il va falloir à peu près 3 heures. Donc, il faut être patient. Mais quand on était dans une voiture tirée par des chevaux, il fallait 5 heures. Donc, c'est déjà un mieux. Vous avez ici le tarif pour la première et la deuxième classe. Et puis, une idée de ce que consomme la locomotive, donc 4 kg de charbon au kilomètre. Cette ligne était très empruntée et elle n'a cessé en fait d'avoir un trafic qui a augmenté en fait jusqu'au début du XXe siècle. Vous voyez qu'on est passé à l'ouverture de 69 000 visiteurs à 157 500 visiteurs, enfin voyageurs sur cette ligne. Donc en 1900, donc ce qui est assez énorme. Et vous voyez ici sur la carte postale, eh bien, les wagons et puis les bâtiments qui vont être un petit peu sur le même principe que ceux réalisés par la compagnie Paris-Orléans, mais avec un modèle un petit peu différent. On va avoir le bâtiment voyageur, on aura aussi le bâtiment marchandises, les toilettes sur le même principe, mais avec on va dire un modèle architectural un peu différent, avec un pavillon central et des petits pavillons latéraux. Et on va reproduire ce schéma donc à toutes les stations de cette ligne de tramway. Donc ici, on est à Saint-Martin-l'Art et vous voyez bien ici le même principe, le bâtiment voyageur sur le même modèle qu'Usson, le bâtiment marchandises, ici un garage à locomotive qui permet aussi de mettre à l'abri une locomotive le temps d'une réparation, par exemple, et puis les toilettes sur le même principe. C'est donc une ligne qui était aussi utilisée pour la marchandise, donc avec toujours le même principe, les céréales, les bêtes, les matériaux de construction, tout ce qu'on peut trouver sur notre territoire. Donc une idée par exemple des animaux transportés, 1896 à l'ouverture, 335 bêtes, donc on est plutôt sur le gros bétail, et puis 1913, donc à la veille de la Première Guerre, 5586. Vous voyez qu'on est allé crescendo, on va dire, sur l'utilisation évidemment de cette ligne, de cette voie ferrée. Et puis, une petite anecdote sur cette ligne, c'est que comme il y a 2 gares, ça pose un petit souci. La gare donc, de la ligne Paris-Orléans, donc la ligne Saint-Saviol-le-Blanc,
eh bien, il y avait eu des négociations sur son nom à l'époque, puisque la gare avait été implantée sur la commune de Saint-Martin-Lard, mais Husson du Poitou avait revendiqué aussi d'avoir son nom sur la gare. Donc, on avait sur le cartouche Saint-Martin-Husson. Et puis arrive la ligne donc, de tramway, et eh bien, on se retrouve avec une gare à Husson sur la ligne de tramway et une gare de tramway aussi à Saint-Martin. Et eh bien, la commune de Saint-Martin estime que maintenant que la commune d'Husson a sa propre gare, eh bien, on pourrait appeler la gare de la compagnie Paris-Orléans Saint-Martin-Lard, tout court, sans Husson. Et donc, il y a toute une négociation. Mais les compagnies ne sont pas d'accord parce que comme il y a 2 gares à Saint-Martin, eh bien, si les 2 gares s'appellent Saint-Martin, on risque de confondre les 2 gares. Et ça risque de poser des problèmes sur le transport des marchandises, du courrier, voire même des voyageurs. Et au final, donc, on va garder Saint-Martin-Husson sur le cartouche de la gare de la ligne Saint-Saviol-le-Blanc. Quand la ligne de tramway s'arrêtera, Saint-Martin-Lard reviendra à la charge en se disant, bon, ben maintenant qu'il n'y a plus de problématiques liées à la gare de tramway, on pourrait peut-être changer le nom et s'appeler Saint-Martin-Lard. Et là, la compagnie finit par dire, d'accord, mais dans ce cas-là, c'est à vos frais. Et du coup, eh bien, la commune va laisser tomber l'affaire et la gare de Saint-Martin-Husson restera donc Saint-Martin-Husson, donc comme on peut le voir encore sur ce cartouche. La dernière ligne que je vais évoquer, c'est la ligne Châtellerault-Bourrès via Chauvigny. Et là, on est sur le 2e réseau de petits trains qui va se mettre en place à la veille de la Première Guerre. Donc, nous sommes ici sur cette partie rouge, ici, entre Châtellerault et Bourrès, en passant par Chauvigny. Donc, 2e réseau. Là encore, le département, en 1893, va voter le principe de 2 lignes de tramway, celle donc, qui fait Châtellerault-Chauvigny, donc, et qui se dirige ensuite vers Bourrès, et puis l'autre qui fait L'Encloître-Saint-Sauvant. Et pourtant, dès cette époque, à la fin du 19e siècle, au département, on commence à se poser des questions. Et on commence à se dire que l'automobile commence à prendre une ampleur qu'elle n'avait pas auparavant. Et on s'interroge sur le bien fondé de construire ces lignes de réseau secondaire. Avec, au départ, l'idée était louable, c'était de pouvoir vraiment toucher tous les chefs-lieux de canton avec une ligne de chemin de fer. Mais effectivement, il y avait cette automobile qui prenait de plus en plus de place et qui bien interrogeait un petit peu sur le devenir de ces réseaux. Donc, nous sommes ici sur la ligne qui nous concerne sur le territoire. Donc, elle va arriver de Chauvigny sur le territoire de la commune de Valdivienne aujourd'hui avec Saint-Martin-la-Rivière. C'est la petite carte postale que vous voyez ici à côté, donc avec le bâtiment voyageur et la ligne de tramway. Et puis, elle va passer par Cubord, Mortemer, Salon-Toulon, Lomézé, Verrières, pour s'achever et arriver à Bourrès. Il y avait eu un appel d'offres donc à la fin du 19e, 1899, qui n'avait pas abouti. La compagnie avait, on va dire, fait faillite et il faut attendre 1902 pour qu'il y ait un nouvel appel d'offres. Donc, cet appel d'offres est concédé donc, avec les Baert et Vernet, donc, qui étaient aussi les concessionnaires du premier réseau de petits trains. Et on va créer une société anonyme qui s'appelle les Voies ferrées économiques du Poitou, donc, dont les statuts sont approuvés juste au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez ici notamment sur cette photo la commune de Lomézé, et on voit donc les rails ici du tramway qui suit la route. Donc, on a vraiment la route, le réseau donc pour les voitures et puis ici, la ligne pour le tramway. Les travaux vont commencer en 1910 du côté de Châtellerault-Chauvigny, puis on fera l'autre partie, Chauvigny-Bourrès. Donc, il va falloir construire là encore des ouvrages d'art importants, notamment le pont de Cubord pour traverser la Vienne, donc qui va être inauguré en 1914 et qui d'ailleurs va sauter un petit peu plus tard pendant la Deuxième Guerre. Et puis, en 1914, la première partie du parcours entre Châtellerault et Chauvigny est opérationnelle, mais pas l'autre. Et arrive la Première Guerre qui va donc un petit peu stopper les travaux, évidemment.
et qui va même ralentir aussi le trafic sur le premier réseau de tramway, celui de Poitiers-Saint-Martin. Et notamment, le matériel est réquisitionné donc pour des besoins militaires. Et donc, après la Première Guerre mondiale, eh bien, les choses ont quand même un peu évolué. Donc, on tarde un peu à refaire partir les travaux. Finalement, cela se fait quand même. En 1922, on peut inaugurer la ligne Chevigny-Bourrès. Mais très vite, en fait, eh bien, on s'aperçoit que le trafic baisse régulièrement, que les véhicules ne sont pas forcément en bon état, que parallèlement, des lignes d'autobus sont mises en place. La voiture se développe, mais les autobus aussi. Et puis, il y a des litiges aussi importants entre le département et puis les concessionnaires, ce qui n'arrange pas les choses. Et au final, en 1931, la ligne donc, est déclassée et on va démonter les voies à partir de 1932. Donc, vous voyez que là, la durée de vie de cette ligne Chevigny-Bourrès a été quand même très éphémère, puisque 10 ans après son ouverture, eh bien, le trafic voyageurs ou marchandises, d'ailleurs, cessait. Donc, une histoire assez brève. Vous voyez ici notamment une photo donc, des wagons, wagons marchandises de ce côté-ci et puis voitures voyageurs de l'autre côté, donc à Cubord, sur la commune de Valdivienne. Alors, juste pour un petit témoignage justement de ce train, donc, le témoignage d'Alice Van de Beu, qui était originaire du Nord et qui a été donc, accueillie sur la commune du Son du Poitou en 1918. Donc, dans une lettre qu'elle envoie donc, à une amie, elle nous raconte justement un petit peu son aventure avec le tortillard, donc ce petit train, ce tramway, donc, sur la ligne donc, Poitiers-Saint-Martin. Donc, une lettre du 5 mars 1918. Le train qui va de Poitiers à Husson met 3h30 pour faire à peine 30 km. Louise me fait bien rire. Le train lui donne envie de descendre et de pousser les voitures qui se traînent péniblement à travers les campagnes. Il faut, dit-elle, s'armer de patience. À toutes les stations, arrêt d'un quart d'heure, on descend, on s'embrasse, on se reconnaît, on bavarde. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on boit un coup souvent à la buvette. Et le train ensuite nous avertit gentiment qu'il est temps de cesser et on remonte bien tranquillement dans le train. Un petit peu plus tard, donc 2 jours après, donc le 7 mars, elle prend le train. Donc j'ai enfin pris le fameux tortillard, le rapide de Poitiers à Husson. Et nous sommes bien arrivés à Husson après avoir écrasé un bœuf sur le chemin. Donc, effectivement, ce sont des accidents qui arrivent et il n'est pas rare qu'on retrouve dans les archives des témoignages de ces accidents, justement, avec les animaux qui traversent de façon intempestive un petit peu ces différentes voies. Alors, en résumé, l'impact de ces différentes lignes sur notre paysage sont quand même assez importants. Je vais commencer par évoquer les stations. Donc, les stations, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, l'ensemble qui comprend tous les bâtiments liés donc à la gare, donc avec le bâtiment voyageur, les bâtiments marchandises, les différentes lignes, donc tous les bâtiments qui constituent la station. Je vous ai mis ici l'exemple de Montmorillon. Donc, on voit très bien que la ville est ici développée donc, sur le côté nord et la station va être installée à proximité de la ville, mais pas au cœur de la ville, dans une zone qui est peu habitée parce que le problème aussi du chemin de fer, c'est que ça fait du bruit. Il y a les machines à vapeur, il y a les transbordements de marchandises, donc c'est aussi un espace important qu'il est nécessaire d'investir. Donc on s'éloigne un petit peu de la ville et on s'installe dans une zone un peu plus tranquille où il y a moins d'habitation, plus de place, et ça va permettre aussi un développement d'un quartier nouveau où progressivement, on va avoir l'avenue de la gare qui va se mettre en place, donc une voie de communication spécifique qui va amener jusqu'à la gare, évidemment. Et puis, autour de cet espace, on va avoir des entreprises qui vont s'installer, des coopératives agricoles selon les cas, puisqu'on va chercher la proximité, effectivement, de la gare pour pouvoir bénéficier plus facilement, on va dire, des transports. Et puis, ici, donc, vous avez quelques exemples de bâtiments voyageurs. Je vous ai mis des tailles différentes, la gare de Moussac sur la ligne Saint-Saviol-le-Blanc. Et puis ici, la ligne Poitiers-Châteauroux, donc à Saint-Savin, avec une gare plus importante.
Donc, 2 travées ici, 5 sur celle-ci. Donc, on voit bien le même modèle, mais avec des tailles différentes qui s'imposent. Il y a aussi les maisons de garde-barrière. Donc, les maisons de garde-barrière, c'est effectivement les maisons qui vont pouvoir permettre de surveiller, de contrôler les passages à niveau. Donc, vous avez ici l'exemple d'une petite maison sur Moussac et puis une autre à Lussac-les-Châteaux, en plein dans le château, donc qui va permettre de gérer les passages à niveau. Donc, puisqu'il faut baisser la barrière donc pour avoir une circulation pour passer en sécurité, on va dire, sur ces parties. Et puis, sur le réseau des petits trains, donc les lignes de tramway, je vous ai indiqué tout à l'heure des modèles qui sont similaires. Avec ici un bâtiment qui va reprendre sur le même principe, le bâtiment voyageur, le bâtiment marchandises et puis les différents bâtiments qui se greffent sur l'ensemble, donc avec un modèle architectural un petit peu différent. Les cartouches que j'ai déjà évoquées, qu'on va retrouver bien sûr sur ces différents bâtiments voyageurs, en général, il y en a sur les pignons et puis sur la façade côté voie. Donc, l'île Jourdain, là on précise Vienne, donc au cas où on se tromperait de l'île Jourdain. Je vous ai déjà parlé de Saint-Martin-Husson, donc sur la ligne Saint-Saviol-le-Blanc. Et puis, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que c'est un petit peu passé, mais au-dessus des ouvertures, eh bien, on indiquait dans quelle partie en fait, du bâtiment on rentrait. Donc ici, c'est en fait le chef de station, donc, comme on l'a vu tout à l'heure sur Moussac. Et puis ici, eh bien, c'était les salles d'attente avec les classes. Et ici, en l'occurrence, c'est la 3e classe. Il faut se rappeler que jusqu'en 1956, il y avait 3 classes, donc aujourd'hui il y en a 2, mais jusqu'en 1956, il y avait 3 classes, première, deuxième, troisième classe. Et dans les bâtiments voyageurs relativement importants, il y avait des salles d'attente spécifiques pour chacune des classes. Alors parfois, une salle d'attente pour la première et deuxième classe, une salle d'attente pour la 3e classe. C'est variable. Et puis, des petits éléments que j'ai déjà évoqués, les toilettes, les lampisteries, les abris voyageurs, les cloches qui font partie évidemment de tout cet ensemble qu'on retrouve dans les stations. À Montmorillon, vous voyez le petit détail, comme c'est une gare plus importante, on va avoir la buvette, le buffet de la gare et puis les salles d'attente, première classe, deuxième classe, donc, qui sont spécifiées ici. Et puis, les bâtiments marchandises, avec là l'exemple de Sassavin, qui était situé d'ailleurs à côté d'une coopérative agricole, là aussi bien placé. Et puis, le bâtiment marchandises de Lussac-les-Châteaux, qui, lui, malheureusement a été détruit. Donc, c'est aussi le témoignage, bien sûr, de ce bâtiment marchandises sur la voie Poitiers-Limoges. Et les quais de chargement, alors à Journée, le bâtiment marchandises n'existe plus, mais on a encore les quais des déchargements donc, qui sont bien visibles et bien conservés, donc à proximité de l'ancienne gare. Alors, dans les villes, on en a déjà parlé, c'est un quartier nouveau qui va se développer avec souvent les hôtels. Alors là, je ne vous ai pas mis un hôtel de la gare, mais en fait, très souvent, les hôtels qui sont situés en face s'appellent l'hôtel de la gare. Ici, c'est l'hôtel de la Concorde, avenue de la Gare à Montmorillon. Et puis, on va avoir des voies qui vont être réalisées spécifiquement pour aller jusqu'aux gares. C'est le cas notamment de l'avenue de la Gare ici à l'île Jourdain. On voit ici complètement au bout la gare en question. Et puis, il y a aussi tous les ouvrages d'art. Alors, évidemment, un des plus connus, c'est le viaduc de l'île Jourdain, entre l'île Jourdain et le Vigan. Donc, un viaduc qui va être construit pour la ligne Saint-Saviol-le-Blanc par Paul Séjourné. 304 mètres de long, donc 40 mètres de haut, donc c'est assez imposant. Et on voit ici le train qui passe, qui circule au-dessus de la Vienne et qui va permettre de rejoindre la rive droite de la rivière. Et puis ici, on pourrait faire le petit jeu des 7 erreurs, photo avant-après. Donc ici, vous apercevez le viaduc sur cette carte postale. Et ici, sur cette photo, eh bien, le viaduc n'est pas encore construit, donc il n'apparaît pas encore dans le paysage. Les arcades de Villars, sur la commune de Persac, c'est un ouvrage d'art assez impressionnant,
44 arcades, donc plus de 300 mètres de long aussi, pour supporter la voie le long de la rivière, là encore. Donc, une construction assez énorme, alors qu'on ne voit plus forcément aujourd'hui parce que la végétation a bien poussé, mais vous pouvez faire une balade puisque c'est une partie du chemin de randonnée qui passe au-dessus et vous pouvez même passer donc, dans la partie basse pour observer notamment bien, ces grandes arcades assez impressionnantes. Et puis, évidemment, il y a aussi les ouvrages d'art qui permettent de passer donc avec les chemins de circulation au-dessus des voies cette fois-ci. Donc ici, un exemple sur la ligne Saint-Saviol, le blanc du côté de l'île Jourdain. Et puis, des exemples de constructions mixtes où on peut avoir des constructions en pierre, mais aussi en métal. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le métal intervient beaucoup au 19e. Donc, on le retrouve aussi dans la construction des viaducs ou des ponts ferroviaires, hein, donc, comme ici sur la commune de Persac. Et puis, les ponts, ce sont évidemment, ou les viaducs, hein, ce sont des ouvrages un peu stratégiques. Et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on a certains ponts qui ont connu quelques soucis. Et c'est notamment le cas de celui entre Lussac et Mazerolles. Vous voyez les rails, hein, les traverses ici hein, qui sont dans le vide. Donc, un pont qui a été donc forcément en partie reconstruit donc, après cet accident-là. Et aujourd'hui, eh bien, si on reprend une carte, nous avons en fait sur notre territoire eh bien, que la voie Poitiers-Limoges, c'est-à-dire la première qui a été mise en place sur le territoire de Vianney-Gartempe, qui est toujours en circulation, avec ici un petit clin d'œil, puisque c'était donc à l'automne dernier, lors d'une visite spectacle sur l'histoire des gares, justement, à Lathu. Et au moment du spectacle, le train est rentré en gare de Lathu et passé. Donc, c'était assez amusant d'avoir ce petit clin d'œil. Donc, aujourd'hui, donc, avec une période un peu plus compliquée pour l'histoire du chemin de fer, on l'a vu donc après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il ne nous reste qu'une seule voie, on va dire, utilisée aujourd'hui sur le territoire, avec 3 gares, Lussac, Montmorillon et Lathu. Et aujourd'hui, eh bien, les gares, les lignes de chemin de fer, ce sont des sites qui sont utilisés aussi pour les sentiers de randonnée. Donc, on peut le voir ici, plusieurs tronçons sur le secteur. C'est aussi l'objet de certaines de nos visites patrimoine. Nous avons créé aussi une visite théâtralisée autour de l'histoire du chemin de fer. Peut-être que certains ont pu participer à ces visites théâtralisées sur le territoire les années précédentes. Donc, c'est aussi un patrimoine qu'on essaie de faire vivre. Et c'est un patrimoine qui, pour beaucoup, a été réinvesti puisque notamment les bâtiments voyageurs, souvent, ont été donc rachetés après la fermeture des lignes, donc soit par la famille des chefs de station, des gardes-barrières, etc., ou par d'autres personnes, bien sûr, par la suite. Donc, un patrimoine qui a été aussi utilisé donc, après la fermeture des lignes, bien évidemment. Alors, vous pourrez tranquillement regarder les références bibliographiques et tous les crédits photos et les cartes postales anciennes qui ont été utilisées pour ce diaporama. Donc, le diaporama sera en replay, donc vous pourrez le revoir si vous le souhaitez ou donner l'information à des personnes qui n'auraient pas pu le voir, qui seraient intéressées. Donc, ça sera sur le site internet de la communauté de communes. Et sur YouTube également dans quelques jours. Donc, et je remercie en particulier Véronique Dujardin du service de l'inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine qui m'a aussi fourni de nombreux documents et informations sur les gares, notamment de Montmorillon, Lussac, mais sur plusieurs lignes du territoire. Et donc, notre prochain rendez-vous aura lieu le dimanche 28 mars à 16h à l'heure du thé. Je vous ai remis ici donc, le lien pour la page Facebook pour suivre notre actualité, les liens sur nos animations et ici les adresses internet du site de la Comcom et de l'Office de tourisme Sud-Vienne Poitou. Donc, merci à vous pour votre attention. J'espère que ce petit voyage donc, en train virtuel vous a permis de découvrir ou redécouvrir une partie de notre territoire.